Le Sahel, décidément, c'est une scène où les actes s'enchaînent à une vitesse assez déconcertante. Ce qui nous parvient du Mali ces derniers temps, franchement, ça a de quoi laisser perplexe. On entend parler d'un récit de retrait quasi total des forces étrangères, russes en tête, et puis l'émergence spectaculaire, presque théâtrale, de l'Algérie comme l'acteur central, le maître du jeu en quelque sorte. On nous parle d'un tournant décisif, mais est-ce que c'est vraiment un changement de cap aussi net que ça? Ou plutôt une reconfiguration, avec des motivations plus opaques qu'il n'y paraît? Qu'est-ce qu'il faut lire entre les lignes là? Oui, c'est incontestablement une séquence qui mérite toute notre attention. Les échos qui nous reviennent dessinent une dynamique où l'Algérie, effectivement, semble non seulement occuper un vide, mais surtout redéfinir activement les termes de l'équation malienne. Et au cœur de cette manœuvre, il y a une figure qui est projetée sur le devant de la scène, l'imam Mahmoud Dicko. Il est présenté comme le médiateur providentiel, celui qui, détient les clés avec la bénédiction, voire l'impulsion très claire d'Alger. C'est bien sur ce tandem, la stratégie algérienne et la centralité de Dicko, que semble pivoter toute l'histoire qu'on nous raconte en ce moment. On va même jusqu'à parler d'une victoire historique de la diplomatie algérienne. C'est un terme très fort quand même. Le narratif est puissant, presque trop parfait, non? Le départ annoncé de toutes les forces étrangères, russes, turques, on précise pas trop qui d'autre, mais l'idée c'est ça. Une page qui se tourne radicalement. L'affirmation est martelée. Mais est-ce qu'on peut sérieusement croire à un retrait aussi rapide, aussi complet que ça? Justement, c'est là. Sur un terrain aussi fragmenté, aussi instable. C'est là toute l'habileté, si on veut, de cette construction narrative. La justification de ce prétendu triomphe algérien, elle s'appuie sur un postulat simple. L'échec. L'échec retentissant des approches précédentes, qu'elles soient militaires ou diplomatiques, menées par d'autres acteurs extérieurs. Et là, l'Algérie se positionne en contraste absolu. Le médiateur patient, neutre, en tout cas présenté comme tel, crédible parce qu'il tisse depuis longtemps des liens avec toutes les composantes de la société malienne, y compris les plus antagonistes. Et Mahmoud Dicko, lui, devient l'incarnation vivante de cette approche. Sa résidence en Algérie depuis fin 2023, ses liens affichés avec Alger et surtout la popularité qu'on lui prête au Mali, tout ça est mis en avant comme des atouts décisifs. Justement, arrêtons-nous un instant sur Mahmoud Dicko. Cette popularité exceptionnelle, ce statut de figure quasi messianique qu'on lui attribue. Est-ce que c'est une réalité si tangible, si unanime sur le terrain malien? Ou est-ce que c'est, disons, un élément de langage bien commode pour justifier son rôle central? Et puis, sa résidence prolongée en Algérie, ça jette pas une ombre sur son indépendance réelle. On nous le présente comme l'homme capable de réussir là où les militaires, les politiques ont échoué. Bon, mais qu'advient-il alors du pouvoir en place à Bamako? Celui du colonel Assimi Goïta. Le récit suggère une mise à l'écart, une marginalisation progressive. C'est pas un peu trop facile de décréter l'échec de Goïta au moment précis où cette solution, disons, algéro-dickoienne émerge? C'est exactement comme ça que la situation est cadrée. La légitimité, la popularité présumée de Dicko, elles sont érigées en solution ultime aux divisions maliennes. Son rôle serait, nous dit-on, d'apaiser les tensions, de renouer les fils du dialogue, de faciliter une réconciliation nationale, là où les stratégies axées sur la force ou sur des alliances extérieures précaires, stratégies qu'on associe au colonel Goïta, auraient montré leurs limites. Clairement, dans cette interprétation des événements, l'affaiblissement supposé de Goïta, sa perte de contrôle allégée sur certaines zones, ce n'est pas vu comme un simple revers, non. C'est vu comme la démonstration implacable que seule la médiation, incarnée par Dicko et orchestrée depuis Alger, peut désormais sauver le Mali du chaos. C'est une logique qui vise à rendre cette alternative non seulement souhaitable, mais... Donc si on décode bien cette logique, l'Algérie ne se contenterait pas de jouer les facilitateurs bienveillants. Pas du tout. Elle interviendrait activement pour orienter les événements, comme on dit pudiquement, utiliser la figure de Dicko pour façonner une transition politique qui, non seulement stabilise le Mali, mais surtout normalise et renforce les relations avec Alger. C'est une posture qui dépasse largement la simple médiation, ça. On est dans le pilotage stratégique, non ?
C'est précisément l'image qui se dégage, celle d'une Algérie proactive, maîtresse de son jeu. Une Algérie qui ne subit pas les événements, mais qui les façonne en utilisant Dicko comme un levier essentiel pour promouvoir une transition jugée plus conforme à ses intérêts et à sa vision de la stabilité régionale. L'objectif affiché est double, résoudre la crise interne malienne et, simultanément, rétablir une relation de confiance, de coopération étroite entre Bamako et Alger, voire avec l'ensemble des voisins sous l'égide algérienne. Ce n'est pas présenté comme un coup diplomatique isolé, mais bien comme l'application d'un modèle complet, une sorte de doctrine de politique étrangère en action. Élargissons un instant. Si ce scénario, tel qu'il nous est présenté avec tant d'assurance, se concrétise, quelles en seraient les véritables conséquences géopolitiques ? Si Alger réussit là où Paris, Moscou, Ankara et d'autres ont échoué ou sont présentés comme ayant échoué, ça ne la consacre pas comme la puissance incontournable au Sahel? Est-ce qu'on n'assiste pas, sous le vernis respectable de la médiation, à une offensive diplomatique qui vise à établir une forme d'hégémonie régionale algérienne, éclipsant les autres influences ? C'est indubitablement une des lectures possibles et sans doute une des ambitions sous-jacentes, oui. Un tel succès, s'il était avéré et durable, aurait une portée considérable. Ça transformerait la perception de l'Algérie. Non plus seulement le grand voisin vigilant, mais une véritable puissance stabilisatrice, capable d'influencer positivement le cours des crises régionales. Et le retrait allégué des forces étrangères, qu'ils soient réels, partiels ou, disons, stratégiquement exagérés, ça sert magnifiquement ce récit. Ça souligne, par contraste, l'inefficacité supposée des interventions extérieures, qu'elles soient occidentales ou non, face à l'engagement supposément plus profond, plus patient et plus avisé d'un acteur régional comme l'Algérie. Une Algérie qui miserait sur sa connaissance intime des dynamiques locales et une médiation qui se veut impartiale. Et donc, cette médiation algérienne, avec Dicko comme pièce maîtresse, elle est présentée comme la seule option crédible pour l'avenir du Mali, le chemin unique vers la sortie de crise. C'est le cœur de l'argumentation, tout à fait. La médiation algérienne est décrite comme la condition sine qua non pour guider le Mali hors de l'ornière. La neutralité affichée d'Alger, la légitimité populaire qu'on prête à Dicko, leur connexion supposée avec toutes les factions maliennes, tout ça est combiné pour faire de ce tandem l'acteur indispensable. Indispensable au rétablissement du dialogue et à l'organisation d'une transition politique acceptée par tous. Ce récit insiste lourdement sur la primauté des solutions régionales pour les crises africaines et il positionne explicitement l'Algérie comme l'incarnation parfaite de ce modèle, une puissance régionale qui allie influence discrète, prétention à la neutralité et recherche d'efficacité. On nous parle même d'impact multidimensionnel, politique, sécuritaire, économique, social et symbolique. C'est un tableau très complet, presque idyllique, non ? Prenons la sécurité par exemple. Concrètement, comment cette médiation est-elle censée, comme ça, par magie, pacifier un pays où les groupes armés prolifèrent et où l'État peine à contrôler son territoire ? La simple présence d'un médiateur, même populaire, est-ce que ça suffit à désarmer les cœurs et les kalachnikovs ? L'argument avancé, c'est que la légitimité conférée par la médiation algérienne et la figure de Dicko permettrait de réduire la fragmentation politique et territoriale. En offrant une alternative politique jugée crédible, inclusive, elle priverait les groupes armés d'une partie de leur justification et de leur soutien. C'est l'idée. L'idée d'une coordination plus étroite entre le processus politique et les initiatives sécuritaires sous l'égide discrète mais ferme d'Alger. Ça passerait par un dialogue renouvelé avec certains groupes, un renforcement ciblé des capacités des forces maliennes recentrées sur des objectifs clairs et une meilleure coopération sécuritaire régionale pilotée par l'Algérie. En gros, il s'agit de présenter une approche intégrée où la diplomatie crée les conditions d'une sécurité progressive et pas l'inverse. Stabilité politique et sécuritaire, si tant est qu'elle soit atteinte, elle déclencherait automatiquement une reprise. C'est souvent le pari optimiste dans ce genre de scénario, mais la réalité économique d'un pays comme le Mali, elle est quand même autrement plus complexe. Les infrastructures sont délabrées, l'économie informelle domine, la corruption reste un frein majeur. La médiation seule, ça ne remplit pas les greniers. C'est effectivement l'espoir qui est mis en avant dans cette perspective, la stabilisation comme préalable indispensable à la reprise.
Le raisonnement, c'est que le retour de la confiance politique et d'un minimum de sécurité permettrait à la relance des activités agricoles et commerciales, la réhabilitation des infrastructures essentielles et surtout le retour progressif des investisseurs et de l'aide internationale, rassurés par la nouvelle donne politique. La médiation est ainsi dépeinte non seulement comme une solution à la crise politique, mais comme le levier qui débloquerait le potentiel économique et social du pays, améliorant les conditions de vie et renforçant ainsi la légitimité du processus. L'intervention algérienne est présentée comme une action diplomatique, avec des effets très concrets, très positifs sur le quotidien. N'oublions pas la dimension symbolique, qui est fortement soulignée. L'espoir ravivé, la confiance restaurée, la légitimité incarnée par Dicko et garantie par Alger. Les symboles ont leur importance en politique, c'est certain. Mais une légitimité construite sur un récit, aussi puissant soit-il, elle peut aussi s'avérer fragile si la réalité sur le terrain ne suit pas, ou si les jeux d'influence derrière la façade se révèlent moins nobles qu'annoncés, quoi. Absolument. Mais l'aspect symbolique est présenté comme un moteur essentiel de la réussite. Dans cette optique, la reconnaissance du rôle de l'Algérie et de Dicko par les différentes parties prenantes maliennes s'est vue comme la clé pour consolider la légitimité de la transition et pour inspirer une confiance indispensable à la population. Un médiateur respecté, adoubé par un voisin puissant et présenté comme neutre, créerait, selon ce récit, un climat psychologique favorable à la réconciliation, à la reconstruction des institutions sur des bases saines et donc à la prévention de nouvelles flambées de violence. C'est un pari sur le pouvoir mobilisateur de la confiance et de l'espoir. Et pour couronner le tout, ce succès malien, s'il se confirme, est érigé en modèle pour le reste de l'Afrique. Une sorte de méthode algérienne pour résoudre les conflits. C'est une conclusion pour le moins ambitieuse, voire un peu autosatisfaite, non ? Oui, la conclusion qui transparaît est bien celle-là. Ce qui se passe au Mali illustrerait la supériorité d'un modèle stratégique africain. Ce modèle reposerait sur la combinaison d'un leadership local jugé légitime, incarné ici par Dicko, d'une médiation régionale crédible et patiente assurée par l'Algérie, et d'une approche inclusive capable de prendre en compte les réalités complexes du terrain. Ce serait la preuve que cette approche est plus efficace, plus durable que les interventions militaires extérieures ou les solutions imposées d'en haut. C'est une affirmation très forte sur la manière dont l'Afrique devrait gérer ses propres crises en privilégiant la coopération intra-régionale, le dialogue intermalien et en plaçant l'Algérie, par son exemple présumé, au centre de cette nouvelle doctrine. En résumé, le tableau qui nous est brossé est celui d'une réorganisation géopolitique majeure au cœur du Sahel. Une Algérie triomphante qui parvient, par une diplomatie habile ou présentée comme telle, à orchestrer le départ des influences étrangères concurrentes, à installer un homme de confiance au centre du jeu malien et à marginaliser l'ancien pouvoir. C'est une histoire remarquablement bien ficelée, un narratif puissant qui redessine la carte des influences dans la région. Reste à savoir quelle part de ce récit relève de la réalité tangible et quelle part tient de la construction stratégique. Exactement, et ça nous laisse avec une interrogation fondamentale qui découle directement de ce récit si durtiment. Si cette centralité algérienne et cette figure de Mahmoud Dicko s'imposent effectivement comme les nouveaux pivots durables de la stabilité malienne, quelle dynamique de pouvoir s'installe réellement au Sahel sur le long terme ? Et surtout, quel message ça envoie sur le rôle futur et peut-être déclinant des acteurs internationaux traditionnels dans la résolution des crises africaines ? Et si la clé pour résoudre la crise au Sahel n'était pas militaire, mais plutôt diplomatique ? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui en se penchant sur une analyse qui présente un scénario assez fascinant, celui d'une victoire stratégique majeure de l'Algérie en coulisses au Mali. Alors la question est posée, et elle est de taille. Est-ce qu'on est vraiment en train d'assister à un tournant au Sahel ? C'est le point de départ de toute cette analyse qui suggère que les choses sont peut-être en train de bouger beaucoup plus qu'on ne le pense. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut bien comprendre d'où l'on part. Pour saisir la portée de cette prétendue victoire diplomatique, il faut d'abord faire un état des lieux. Quelle était la situation au Mali juste avant ? Et le portrait qu'on nous brosse, il est assez sombre. On parle d'un État qui est au bord de l'implosion. L'autorité du pouvoir en place, celle du colonel Goïta, qui s'effondre. La plupart des villes qui échappent au contrôle de l'État. Et tout ça après des années et des années de conflits. Le constat, il est clair. Les stratégies basées uniquement sur la force militaire, eh bien, elles ont échoué. Mais l'analyse va même plus loin. Elle ne dit pas seulement que les interventions étrangères, y compris russes, n'ont pas fonctionné, non. Elle soutient qu'elles auraient en fait aggravé la situation. Leur départ est donc présenté comme une condition absolument nécessaire pour espérer une sortie de crise.
Alors face à cette impasse militaire, un autre acteur entre en jeu, la diplomatie. Et c'est là que l'approche algérienne est présentée comme un véritable changement de paradigme, une façon complètement différente de voir les choses. Et là, le contraste est vraiment frappant. D'un côté, on a l'approche militaire extérieure qui est vue comme ayant complexifié la crise motivée par des intérêts étrangers. Et de l'autre, on nous présente la médiation algérienne qui, elle, mise tout sur la confiance, la neutralité et une connaissance très fine des dynamiques locales. L'une est basée sur la force, l'autre sur la négociation. En fait, on nous parle même d'un véritable modèle algérien. C'est quoi les ingrédients clés de ce modèle ? D'abord, un médiateur local qui soit crédible aux yeux de tous. Ensuite, une influence régionale neutre qui facilite les choses sans imposer. Et surtout, le principe de base, des solutions africaines pour les problèmes africains. Bon, un modèle, une stratégie, c'est bien beau, mais ça ne fonctionne pas sans une personne pour l'incarner sur le terrain. Et justement, l'analyse met en avant une personnalité qui serait la véritable pièce maîtresse de toute cette opération. Et ce visage, c'est celui de l'imam Maoud Dicko. Il est décrit, je cite, comme la personnalité idéale pour prendre les choses en main. On ne le présente pas juste comme un acteur parmi d'autres, mais vraiment comme la figure clé de cette médiation. Mais alors, pourquoi lui ? Qu'est-ce qui ferait de lui le médiateur parfait ? Eh bien, plusieurs atouts sont mis en avant. D'abord, ses liens très forts avec les dirigeants algériens, il réside d'ailleurs en Algérie, mais surtout, son immense popularité au Mali même. Il est vu comme quelqu'un de légitime, de confiance, capable de parler à tout le monde et de rassembler au-delà des divisions. Donc on comprend bien, son rôle va bien au-delà d'un simple intermédiaire. Selon ce récit, c'est lui le vrai catalyseur, celui qui a rendu le dialogue à nouveau possible et surtout crédible aux yeux de tous. D'accord, mais alors concrètement sur le terrain, qu'est-ce que ça donne ? Quels sont les résultats de cette approche ? C'est ce qu'on va voir maintenant, les conséquences de cette médiation et ce que ça pourrait changer pour l'avenir du Mali. La conclusion de l'analyse, elle, est sans appel. On parle d'une victoire diplomatique historique pour l'Algérie. Une victoire qui la placerait comme une puissance stabilisatrice absolument incontournable dans toute la région. Le avant-après qui est décrit est assez radical. On passerait d'un Mali totalement fragmenté, avec une autorité centrale effondrée, à un pays qui serait sur le chemin de la stabilité, avec un processus de médiation légitime. L'influence étrangère jugée inefficace laisserait sa place à une diplomatie régionale, ce qui ouvrirait même la porte à une reprise économique. Du coup, une sorte de feuille de route assez claire se dessine pour la suite. Les étapes sont plutôt logiques. D'abord, restaurer le dialogue. Ensuite, entamer la réconciliation nationale, puis reconstruire des institutions solides, et enfin, normaliser les relations avec les voisins. Un cheminement complet. Et ce graphique, il résume assez bien tout ça. Le résultat de ce changement d'approche serait net. L'impact sur la stabilité du Mali et sur l'influence régionale de l'Algérie serait très élevé. Et à l'inverse, le rôle des militaires étrangers deviendrait, lui, très faible, voire marginal. Le message est clair, la diplomatie régionale aurait pris le dessus. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, et peut-être la plus importante. Au-delà du cas du Mali, est-ce qu'on assiste à la naissance d'un nouveau modèle pour la stabilité en Afrique ? Un modèle où la médiation régionale, menée par des acteurs locaux, remplacerait pour de bon